Bienvenue dans Comme toujours, chaque semaine nous revenons sur les images qui ont fait l'actualité, mais au travers du prisme de la communication, nous allons tenter, comme toujours, de lire entre les lignes, parce que ne l'oublions pas, la chose la plus importante en communication, c'est d'entendre ce qui n'est pas dit. Voilà pour la phrase rituelle de l'émission ce début 2016. On regarde maintenant le sommaire de cette première de l'année. François Hollande qui retrouve ses habits d'homme du réconfort de la nation, l'homme des hommages, l'homme des commémorations à l'occasion de l'anniversaire de Charlie. Mais comment éviter de se retrouver prisonnier de cette image ? Autre titre, il a suffi de quelques poils pour en faire l'homme de la semaine. Emmanuel Macron est-il le roi de la com ? Il se laisse pousser la barbe et ce sont tous ses fans qui s'enflamment, mais il a aussi occupé le terrain médiatique sur le fond. Le ministre de l'économie fait-il un sans faute ? Et puis, Zizou en famille devant les caméras et les photographes pour l'annonce de sa nomination au Real Madrid. Les supporters ont adoré. Il n'y a eu qu'une seule note dissonante dans le concert de louanges en amoureux. Et vous verrez de qui elle a émané. Suspense, suspense dans Comme toujours. Et avec nous cette semaine, Anne-Claire Ruel, professeure de communication politique. Également Jacky Isabello, fondateur de l'agence Corioling, et puis Nicolas Boudot, associé du cabinet Tilder. On commence, si vous le voulez bien, avec, comme toujours, une image, celle de François Hollande qui préside les commémorations un an après l'attentat de Charlie Hebdo. C'était exactement la même scène que l'année dernière à la préfecture de police de Paris, avec le même cadre, avec également les mêmes mots. Écoutez. Cette cérémonie est d'abord placée sous le signe de la gratitude et du souvenir. Elle s'adresse en premier lieu aux policiers tombés les 7 et 8 janvier de l'année dernière. Nous ne les oublierons jamais. Ils sont morts pour que nous puissions vivre libres. Ils sont morts en policiers. À vous, familles, proches, je vous assure que la France tout entière partage votre douleur et votre peine. Clarissa, Franck, Ahmed sont morts pour que nous puissions vivre libres. Est-ce qu'on peut commencer, Jacky Isabello, par le cadre, cette image de François Hollande qui se tient au milieu des troupes. On voit les policiers, les pompiers également derrière lui. C'est l'image d'un chef au milieu de ses troupes. Oui, absolument. Le primus inter pares, ou alors vraiment le chef de l'État et le chef des armées et le chef de la force publique. Tout est cette espèce de triptyque qu'incarne aussi le chef de l'État est important. Alors, tout à l'heure, Julien, vous disiez... il ne faut pas subir, en gros, ces commémorations. Vous avez raison, entre commémoration et inaugurer les chrysanthèmes, selon la fameuse citation, le chef de l'État doit bien choisir. Je trouve qu'il choisit assez bien, et vous le savez depuis longtemps, puisque ça fait quasiment plus de 2 ans que nous soulignons l'appétence du chef de l'État à magnifier l'histoire de notre pays, de notre nation, de notre République. Aucun doute. Voilà. Donc, il a une certaine expérience qu'il a vécue dans des conditions un peu plus difficiles. Il endosse bien le costume et même si certains mots sont repris, ils sont simples, ils sont courts, ils sont percutants. Et je pense que personne ne lui reprochera de les rappeler parce que cette séquence est triste et de les rappeler, c'est aussi rappeler à tout le monde que nous ne sommes pas sortis de cette période angoissante. Certes, mais alors Anne-Claire Ruel, comment sortir de cette image de président symbole, entre guillemets ? Alors déjà, l'image de président symbole, elle est essentielle. C'est-à-dire qu'un président, c'est des valeurs, une histoire, c'est quelque chose aussi à raconter aux Français. Et donc ce symbole, finalement, il est essentiel. On voit qu'il joue avec Manuel Valls aussi, c'est-à-dire qu'en ce moment, ils se sont un peu répartis les rôles. Absolument. Et ils prolongent en fait cette séquence de communication. Ce qu'on a vu, vos 2 séquences, c'est un allongement de la séquence de communication finalement. Donc c'est marteler le message et le même message pour que ça puisse s'imprimer auprès de l'opinion publique. Et c'est le rêve de tous les communicants en fait, l'allongement des séquences. Puisque vous parlez de Manuel Valls et de répartition des rôles, on peut voir peut-être justement par contraste. On a vu François Hollande dehors, non pas en uniforme, mais costume, cravate au milieu des
troupes. Par contraste, on va voir Manuel Valls cette semaine chez BFM TV. Lui, il est dans son bureau et vous voyez, il a tombé la veste. Il y a celui qui rend hommage et celui qui bosse, en gros. C'est ça la répartition des rôles ? Alors, je pense que c'est plutôt celle que veut donner à voir Manuel Valls. Sans doute. À mon avis, c'est plutôt de cet ordre-là et c'est assez déterminant pour ça. Je ne sais pas si c'est, je vais voir mes camarades, je ne sais pas si c'est une bonne stratégie de communication de la part de Manuel Valls. Ah oui ? Tomber la veste comme ça, les dorures derrière, dans un contexte qui est quand même assez fort. C'est vraiment un cas de crise permanent en ce moment, donc je ne suis pas sûre que ce soit... Il garde quand même la cravate, on n'est pas non plus... Oui, il n'est pas torse nu non plus. Je ne suis pas Nicolas sûre que Boudot. ce soit très très judicieux. Je pense que la séquence de communication de François Hollande, elle est plutôt réussie, mais à condition, là, elle a duré, comme le disait Anne-Claire, à condition qu'elle ne dure pas trop, justement, et que l'espèce de mantra, l'esprit du 11 janvier qui lui a servi pendant tout le premier semestre 2015, ne continue pas en 2016. On est à la limite, je crois, pour lui, de l'exercice. Bah oui, parce qu'on a l'impression que l'unité nationale qui prévaut, elle est un peu en train de se fissurer. Les questions qu'on ne posait pas sont en train de remonter à la surface. Sur les failles de sécurité, par exemple, on va écouter Ingrid Brinsolaro, c'est la veuve du policier qui avait été tué au moment de l'attentat de Charlie, celui qui protégeait Charles. Et vous allez voir que elle a porté plainte il y a quelques jours. Elle était sur le plateau de la Newsroom mardi. Je dépose plainte pour avoir la vérité. Oui. C'est important pour nous. C'est important qu'on réponde enfin à nos questions. C'est important qu'on m'explique comment Franck a pu se retrouver tout seul à assurer la protection de Stéphane Charbonnier. Comment ils ont pu rentrer dans les lieux et abattre tout le monde comme ça. C'est important qu'on réponde à ces questions-là. Et moi, je veux surtout savoir... Pourquoi Franck n'a pas eu les moyens d'accomplir sa mission ? Alors il y a elle, il y a également Maryse Wolinski, Nicolas, il y a eu les polémiques aussi sur l'assaut à Saint-Denis. On voit que le ton change. C'est assez logique, nous sommes 1 an après, et puis celles et ceux qui ont respecté une période de deuil bien normale et bien naturelle veulent maintenant savoir et portent sur la place publique, prennent à témoin l'opinion publique pour justement savoir. Donc pour François Hollande, pour reprendre mon propos de tout à l'heure, on est à l'extrême limite et à la dernière limite. Il ne faut pas oublier non plus que depuis novembre, nous sommes dans une période d'état d'urgence qui dure. Les polémiques au niveau parlementaire sur la déchéance de nationalité n'en finissent plus de finir finalement. On ne sait plus quelle est la ligne politique qui va être suivie par le gouvernement. Il est temps, je crois, pour le couple exécutif de peut-être reprendre le cours de l'activité politique plus classique sur les questions économiques, sur les questions sociales, en n'oubliant pas évidemment la sécurité qui reste préoccupante, mais en la mettant en deuxième ligne. Avec des gaffes qui font très très mauvais genre. J'ai parlé de Wolinski, ça ne vous aura pas échappé. Sur la plaque commémorative, le nom de Wolinski avait été mal orthographié. Il avait été orthographié avec un Y, alors que Wolinski, ça s'écrit avec un I. C'est tout en bas, ici. Voilà, cette énorme gaffe, un raté qui a été tourné en dérision. On peut peut-être regarder le dessin qui a été fait par un confrère. Ça va forcément vous faire sourire et ça aurait sans doute fait rire. Wolinski, voilà, ce Y qui a été réutilisé, Jackie Isabello, un peu différemment. Affaire catastrophique quand même, franchement. Eh bien, et c'est pas la première fois, rappelez-vous, on a reproché au président de la République son inexpérience institutionnelle, puisqu'il est arrivé sans même avoir obtenu un simple Marocain. Il est devenu président avant d'avoir été rien du tout. Bon, la plaque, c'est pas de sa faute quand même. Non, mais je déroule le fil de ma pensée. pensée. Mais lorsqu'il est arrivé, dans l'exécution de ses déplacements, dans la maîtrise des risques qui sont inhérents au déplacement, dans la façon dont le président s'est mis en risque, dans certaines prises de parole, on a critiqué son inexpérience. Et c'est vrai que parfois, on se demande, derrière le chef de l'État, s'il y a vraiment une organisation structurée qui a l'habitude de ce genre de choses. Je vous donne un exemple. Nous, dans nos métiers, le risque ultime, comme vous, Julien, quand vous faites vos prompteurs, on se dit toujours, la pire des conneries, c'est le titre. Parce que c'est le seul truc qu'on ne va pas vérifier. Donc, il faut des gens qui soient habitués à ça. Et je suis persuadé que personne, au plus haut niveau de l'État, n'a pris la peine de relire ce genre de choses en disant, s'il y a une connerie là-dedans, c'est le monde entier qui va en profiter, comme une cravate de travers, comme tout un tas d'éléments. Juste un point par rapport à la séquence du chef de l'État. Non, le chef de l'État,
il profite encore de ça, et il va en profiter tout le mois de janvier, parce que c'est la période des vœux, et surtout, et ça peut-être que moi j'y suis un peu plus sensible, parce que étant très impliqué dans les domaines militaires, mais il est au sein des forces de l'ordre, des forces de l'armée, et ce sont des gens qui sont en uniforme. Et on a des tenues d'apparat, on a des gants blancs, on a des médailles, on a des fourragères. Le président s'habille bien, il porte les bonnes couleurs, et il va poursuivre, et il crée le décalage avec le Premier ministre, qui lui est en bras de chemise, d'un air de dire « moi je suis au turbin, et toi tu fais vivre ce qu'on appelle nous dans nos métiers ce deuxième corps du roi, cette espèce de fonction ultime qui est celle du chef de l'État, et plutôt pas mal, je trouve, du point de vue du communicant, si vous me permettez d'être un peu en décalage avec vous, cher camarade. Allez, maintenant, tu me tiens, je te tiens par la barbichette. Parce qu'on va continuer à parler de communication politique avec une image qui aura frappé pas mal de monde cette semaine, c'est cette image-là. Emmanuel Macron, barbu, il a fait sa rentrée avec une barbe de 3 jours. Vous le trouvez comment, Anne-Claire Ruel ? Alors pourquoi moi Parce que c'est votre tour, figurez-vous. Ça n'est pas du tout misogyne comme remarque. Écoutez, moi, ça me barbe en fait. Ah Cette histoire de communication sur Emmanuel Macron, ça me barbe au sens... ras-le-bol. Ras-le-bol. C'est-à-dire que, vous savez, les communicants s'opposent toujours. Il y a deux familles. Il y a la famille où on dit la cravatologie, donc c'est ceux qui regardent vraiment le nœud de cravate, justement... Et la barbologie. Et ceux qui sont plus axés sur le conseil et à dominante politique, évidemment. Quel message politique on veut faire passer. Et vous savez que c'est une guerre fratricide au sein des communicants sur ces deux aspects-là. Et là, je crois qu'on est en plein là-dedans, c'est-à-dire que quel est l'intérêt ? Alors, ce qui est intéressant, c'est plutôt de voir les réactions. On a Maryse Lebranchu qui a dit que c'était un coup de com'. On a le Canard enchaîné qui a dit que Bernard Cazeneuve avait fait une petite blague en disant qu'il s'était radicalisé. Donc c'est plutôt intéressant de voir les réactions un petit peu autour qui montrent aussi comment il se positionne. Alors sur un autre thème peut-être, non je ne vais pas voir ça avec vous parce que j'allais parler des soldes, on va encore dire, voilà, c'est vraiment, mais bon bref, les clichés. Nicolas Boudot, il a frappé sur le fond Emmanuel Macron parce qu'il a fait les soldes, lui qui parle toujours d'économie numérique, de modernité, il a attendu le jour des soldes, alors qu'aujourd'hui il y a les ventes privées, il y a les promos, et il n'a pas fait ça sur Internet, il est allé physiquement au centre Beaugrenelle. Pourquoi il a fait ça ? Ça peut sembler un peu ringard. Ah, c'est pas du tout ringard, parce que filmer quelqu'un qui fait ses courses sur un ordinateur, justement, c'est pas excellent pour l'image, et vous l'auriez probablement pas diffusé sur LCI. Quand on fait une séquence sur les soldes, c'est un marronnier du début du mois de janvier, et comme c'est un marronnier, il faut se déplacer dans un centre commercial. C'est comme quand on fait la rentrée scolaire, on voit toujours des petits-enfants de 7-8 ans rentrer dans l'école avec le cartable sur le dos. C'est une image symbole du début du mois de janvier, du ministre même pour lui qui parle de numérique, qui s'est envolé juste après pour Las Vegas, pour le Consumer Show. Peu importe, ça fait partie des images intangibles avec lesquelles il ne faut pas trop déroger pour ne pas justement troubler trop les Français. Donc en ce sens, c'est plutôt une réussite de sa part. La barbe, c'est autre chose. Alors, je passe la parole à un autre barbu, Jacques Isabello, qui s'y connaît. Absolument, je l'aime ma barbe. La France vit dans un état sécuritaire en ce moment. Et les conséquences de l'état sécuritaire, c'est que les périodes de courses pour les commerçants, au moment de Noël, ont été très mauvaises. Ouais. On nous l'a dit. Les commerçants sont surstockés, pour employer un terme qui est absolument atroce. Et de dire... Petit commerçant, je ne suis pas que le ministre des milliardaires, puisque Emmanuel Macron a eu cette saillie qu'on lui rappelle souvent. Je suis aussi le ministre du Commerce, puisqu'il a un secrétaire d'État à sa botte, ou sous sa charge, pardon, en charge de ce sujet-là. Et de dire... Le centre Beaugrenelle, c'est pas Tati non plus. Hein. Non, c'est pas Tati non plus, mais c'est aussi un moyen, alors visuellement c'est très bien, et c'est un moyen de dire aussi aux commerçants, je viens rappeler aux Français que c'est les soldes, et je vais vous aider à commercer en ce début d'année. Il faut continuer à vivre, et vivre, c'est sortir, et non pas commercer uniquement sur Internet. C'est ce message qu'il veut faire passer, il a raison. On écoute le ministre. Les soldes, c'est un moment important de la vie commerciale. La vitalité commerciale touristique de notre pays, en particulier dans les zones touristiques internationales, c'est formidablement important. Anne-Claire Ruel, il a mis la couronne de la fève juste après ça. Non, mais c'est techniquement très bien joué en termes de communication parce qu'il est très populaire. On l'a déjà vu sortir et saluer la foule, et à chaque fois, il a des remarques plutôt très, très, très sympathiques de la part des Français. Et donc, il sait que cette image, cette cote de popularité, il peut la nourrir à ce contact-là. Donc, il joue sur l'effet de proximité. Et effectivement, je rejoins Nicolas, c'est un marronnier. Les médias raffolent de ces images, et il sait très bien qu'en fait,
qui fait aussi les soldes, ce sont aussi les téléspectateurs, et ça reste dans un espèce de rituel annuel où on peut montrer et mettre en scène tout ça. Et bravo aux monteurs et à Bastien, parce qu'il fallait choper la seule bonne phrase, qui était de dire à Anne Hidalgo: tu ne voulais pas que je mette Beaugrenelle dans les zones internationales. Absolument. Et j'ai mis Beaugrenelle et je me déplace à Beaugrenelle et je rappelle que j'ai eu raison. Et ça, c'est plutôt pas mal que vous ayez chopé ce morceau de phrase et que vous l'ayez diffusé. Bastien Morassi qui prépare cette émission. Une dernière image aussi sur le fond, là toujours, Emmanuel Macron dans une interview au Monde qui dit « on n'a pas tout fait contre le chômage ». Et Nicolas Boudot, cette phrase, elle est intéressante. Parce que, justement, c'est une réponse un peu à François Mitterrand, il y a 30 ans. Elle fait écho à François Mitterrand il y a 30 ans, exactement. C'est Emmanuel Macron qui coupe les liens, finalement, avec les Mitterrandis 30 ans plus tard. Oui, il était temps pour les socialistes. Personne, mais même à droite, personne n'aurait osé, au Parti socialiste, personne n'aurait osé dire cette phrase qui résonne. Non, ça y est, 10 ans après la mort de Mitterrand, il est enterré une deuxième fois, cette fois-ci idéologiquement, et je le répète une deuxième fois, au risque d'être lourd, il était temps. Emmanuel Macron a un destin devant lui, peut-être présidentiel. En tout cas, je ne sais pas si il va y penser en rasant sa barbe d'ici 2022, 2027, peut-être dès 2017, sait-on jamais. Ouais. Et en tout état de cause, l'interview qu'il a donnée au Monde en disant on n'a pas tout essayé sur le chômage, montre qu'il est volontaire et qu'il a envie de faire bouger les choses, et montre qu'il veut créer une forme de rupture à gauche aussi, avec l'icône absolue qu'était encore François Mitterrand. Et la mort de François Mitterrand, c'était il y a 20 ans, et non pas 10. Voilà. Direction les États-Unis maintenant. Les États-Unis avec les larmes de Barack Obama, c'était lors de son discours sur le contrôle des armes à feu. On écoute le président des États-Unis. Chaque fois que je pense à ces enfants, ça me rend malade. Et pourtant, ça se passe tous les jours dans les rues de Chicago. Chacun de nous doit demander au Congrès d'être suffisamment courageux pour nous soutenir. Le lobby des armes ment. Chacun de nous a besoin de demander aux gouverneurs, aux législateurs, aux hommes d'affaires de faire leur part du travail pour rendre le pays plus sûr. Alors il pleure décidément beaucoup, le président des États-Unis. Quelques jours plus tôt, c'était face à Aretha Franklin que l'émotion l'avait aussi étreint. Et puis surtout quelques années plus tôt, lors de la tuerie de Newton, toujours sur le sujet des armes à feu, là aussi, il avait éclaté en sanglots. Ah, évidemment, pas de procès d'intention, l'émotion, elle est certaine. Mais bon, on peut se dire, Anne Clairel, voilà, on le revoit à l'époque de Newton, on peut se dire que, en France, par exemple, ça serait inimaginable. Un président retiendrait ses larmes. On a vu François Hollande quand même assez ému lors de certaines interventions. Cela dit, là il laisse couler, oui, franchement. Barack Obama, je pense que ça n'est pas fin, effectivement. Il pleure, mais il pleure régulièrement, vous l'avez rappelé, en 2008, lorsqu'il a évoqué aussi sa grand-mère, qui n'a pas vu son arrivée à la tête des États-Unis. Régulièrement, c'est le cas. Depuis 1 an, en revanche, il joue vraiment d'une stratégie aussi de communication pour lui montrer plus humain. Ouais. Il avait l'image un peu froide à la fin de son premier mandat. Et là, il sait qu'il part. Voilà, il part au bout d'1 an. Et l'image évolue. Il fait des petits spots décalés, pleins d'humour. Il joue sur l'idée de l'émotion. Et pourquoi ? Parce que les États-Unis, c'est vraiment cette idée de démocratie compassionnelle aussi. Alors, vous savez que c'est la philosophe Myriam Revaud-Dallon qui a un petit peu médiatisé cette expression. Mais c'est vrai que c'est tout à fait juste. C'est-à-dire qu'on joue sur l'émotion, on donne à voir l'émotion, on est rentré dans une espèce d'air très, très émotionnel comme cela qui fait que les politiques sont de plus en plus amenés à fendre l'armure. C'est selon l'expression consacrée aussi. Donc fendre l'armure, et on attend ça d'eux. D'ailleurs, on dit très, très précisément à chaque fois, voilà, quand est-ce qu'il va fendre l'armure en parlant d'un politique qui est un peu distant. Sur les États-Unis, toujours, je ne sais pas si vous avez vu, Nicolas Boudot, cette vidéo de quelqu'un qui a beaucoup critiqué Barack Obama, notamment sur cette affaire des armes à feu. C'est Donald Trump qui a fait une vidéo sur les migrants. Il a parlé des migrants mexicains, sauf que dans son clip, ce ne sont pas du tout les migrants mexicains qu'on voit, mais ce sont les migrants marocains qui veulent rentrer en Espagne. On va voir l'image. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que quand les journalistes ont fait remarquer que ce n'était pas du tout des Mexicains, son équipe de campagne est complètement assumée. Elle dit, mais c'est pas grave, c'est la même chose. Il y a chez Donald Trump une faculté à assumer des espèces d'énormes bévues, et plus c'est gros, plus ça marche. Ça ne l'empêche pas d'être
toujours un peu plus populaire. Comment vous expliquez ça ? Parce que l'image l'emporte sur le fond et que aux États-Unis, oui, l'image elle est fausse, mais c'est pas grave, c'est le symbole de l'image qui l'emporte. Et même si l'image est absurde ou en tout cas qu'elle ne correspond pas à la réalité et qu'il dit c'est exactement la même chose, on a presque envie de le croire. Je dis bien presque parce que peut-être que dans l'imaginaire des Américains, c'est en effet la même chose, le Rio Grande en moins. Et je rejoins Anne-Claire sur l'émotion et le côté compassionnel de Barack Obama, qui n'est pas complètement dépressif, même si il porte beaucoup en ce moment. Ouais. Mais quand il parle du lobby des armes à feu, il sait qu'il ne peut pas agir concrètement aux États-Unis pour interdire le port d'armes. Et donc, en communication, quand on ne peut pas agir véritablement, il faut jouer à fond la carte de l'émotion. Et donc là, c'est vraiment pour le coup de la communication aussi, même si l'émotion n'est pas feinte. Surjouer l'émotion, ça permet de mettre de côté son incapacité à agir contre le lobby des armes à feu. Après la communication politique, la communication sportive. Parce que l'actualité sportive est forte cette semaine. Il y a notamment Michel Platini qui annonce qu'il retire sa candidature à la présidence de la FIFA, annonce faite via l'équipe. Et puis il y a eu aussi cette semaine un événement qui a marqué l'actualité footballistique, c'est l'arrivée de Zinedine Zidane à ce qu'on appelle la Maison Blanche. La Maison Blanche, c'est le surnom du Real Madrid. Zidane en devient l'entraîneur. On entend l'ovation ici des supporters quand il arrive sur le terrain pour son premier entraînement. C'est ça le petit brouhaha que vous entendez. Il y avait 5000 personnes qui ont acclamé Zizou quand il est apparu sur la pelouse. Mais surtout, il est venu lors de la présentation officielle avec femme et enfants, 4 fils je crois, et sa femme. Dans quel but d'après vous, Jacques Isabello ? C'est pas le premier à le faire. Dans le monde du foot, c'est pas si fréquent quand même. Quand un entraîneur ou un joueur arrive, il vient rarement avec femme et enfant. Notre ami joueur anglais qui est marié avec une ex-Spice Girl a souvent joué de sa relation avec Madame Beckham et avec leurs enfants. C'est plus à la une des magazines ou bien sur les yachts de Saint-Tropez. Oui, mais elle est venue aussi lorsque David Beckham a joué quelques mois à Paris. Et il a dit à l'époque Madame Zidane, c'est pas Victoria Beckham. Non, c'est sûr, c'est sûr. Et en plus, ils se connaissent depuis très longtemps, c'est un très vieux couple, donc c'est pas un couple de communication. Maintenant, à la fois en Espagne et en Angleterre, le sport est certes un sport populaire, mais c'est un sport familial. Ouais. Les gens le partagent ensemble, donc Zinedine Zidane, il a voulu leur dire ce qu'on vous raconte, c'est-à-dire que j'incarne complètement le Real Madrid et que je le vis à travers l'ensemble de ce que je suis comme sportif, comme mythe sportif et comme être humain. Eh bien, voilà, je viens avec ma famille pour l'exposer, et c'est ainsi. Mais je ne le verrai pas plus que ça comme étant un symbole de communication. C'est un symbole d'honnêteté, peut-être de politesse vis-à-vis des Espagnols qui, eux, se déplacent au foot en famille beaucoup plus facilement que nous, qui avons toujours peur de se prendre une bouteille ou une insulte mal placée lorsqu'on se déplace dans un stade. Alors il est naïf, franchement, c'est son côté fleur bleue. Pas du tout d'accord, mais pas du tout d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est évidemment, je fais du volleyball, je l'avoue. c'est évidemment un grand moment de communication. Pourquoi ? Parce que les enfants de Zidane sont aussi au Real. Il y en a 2 d'entre eux. Il y en a 2 d'entre eux qui évoluent au Real. La femme de Zidane est d'origine espagnole. Elle joue au Real ? Oui, j'allais essayer de faire la blague, mais vous m'avez devancé. Voilà. Non, elle est aussi d'origine espagnole. Il montre ses enfants qui font tous du foot. C'est un grand moment de storytelling. Qu'est-ce que c'est le storytelling ? C'est allier l'émotion à la raison pour susciter l'adhésion. On fait le parallèle avec ce qui a été dit avant pour Obama. Donc c'est un grand moment de communication, évidemment. Et Zidane, c'est pas c'est quand même un communicant modéré, toujours. Mais en tout cas un adepte des gestes, de certains gestes de communication dont tout le monde se notamment souvient. Les coups de boule, c'est ça que vous voulez dire ? Oui, c'est-à-dire qu'il réussit très bien. Très belle reprise de volée aussi, puisqu'il a donné la victoire au Real Madrid. On va l'écouter si vous voulez bien, tiens, Zidane. C'est vrai que il a un côté un peu taiseux. On l'a constaté d'ailleurs lors de sa conférence de presse. Le rôle d'un entraîneur, c'est d'avoir des résultats. Et ce sera la même chose pour moi. Malgré mon passé, malgré tout ce qui s'est passé en tant que joueur. Je pense que le plus important aujourd'hui, c'est une nouvelle étape qui commence pour moi. Et l'important, c'est de gagner des matchs. C'est un rôle, Nicolas Boudou, qu'il va falloir assumer aussi, de communiquer comme ça. Oui, mais
pour un Français, Zidane peut à peu près faire ce qu'il veut, dire ce qu'il veut. Il restera toujours celui qui a permis à la France de gagner une Coupe du Monde. Donc il est immunisé en communication contre à peu près tout. Et puis il vient avec sa famille au Real justement pour peut-être dévier les questions et puis que l'on parle de l'ensemble de la famille et pas uniquement de lui. C'est plutôt une réussite. On lui souhaite autant de réussite au Real Madrid que dans les équipes quand il était joueur. Il y a une note dissonante quand même dans le concert de louanges dont vous parlez, c'est Raymond Domenech qui a eu cette petite phrase au détour d'une interview en presse écrite. Zidane n'est pas un gentil mec. Evlan, Raymond Domenech, dans Le Monde. Anne-Claire Ruel, juste sur un point de communication, Zidane est au zénith de la popularité, tout comme Jean-Jacques Goldman, par exemple, qui sont des gens qui ne parlent pas. Est-ce que c'est ça, finalement, la vraie bonne stratégie de communication ? Oui. Rester chez soi et ne rien dire. C'est effectivement une bonne stratégie. On va voir pour Zidane si ça continue, parce que là, il va rentrer ça va être de la com de crise permanente, puisqu'il va devoir communiquer en permanence. Quand il s'agit de communiquer entre deux spots télé, ça va, c'est assez facile, mais voilà. Il a réussi le tour de force quand même, voilà, d'avoir plein de cartons rouges, le coup de tête à Materazzi, et d'avoir cette image un peu encore iconique. Donc il n'est pas un si mauvais communicant que ça. C'est vrai. Et on va voir s'il fait ses preuves sur un terrain qui est le terrain médiatique cette fois. Aussi fort en football qu'en communication, Zizou. Merci beaucoup à tous les trois. Merci. Le journal tout de suite sur LCI.